en essayant d'être le plus clair possible. Je ne vais pas m'excuser de parler, de faire la leçon en français, mais juste pour vous dire que ça aurait été possible de le faire aussi en arabe dialectal, pas en arabe classique, mais on aurait perdu beaucoup en nuances. Donc c'est par commodité, aussi par paresse, que je choisis de vous entretenir en français. Alors, donc, réfléchir sur les tensions entre le temps médiatique et le temps politique se fait dans un contexte où le temps, au sens large du terme, au sens philosophique du terme, s'est beaucoup accéléré. C'est beaucoup accéléré déjà à la fin du XIXe siècle. Dans le cadre d'une modernité qui a débouché sur plein d'acquis technologiques, sur une autre organisation sociale. On est passé d'une organisation communautaire basée sur un temps long qui ne change pas, vers une organisation sociale plus compliquée, basée sur de la mobilité, changement de statut, changement de position, et depuis quelque temps aussi changement de métier dans une vie. Donc c'est un temps qui s'est accéléré pour tout le monde. Et c'est plus spécialement accéléré pour les métiers des métiers des médias. Donc, et je pense que c'est de ça qu'on va essayer de parler, de ce croisement entre ces deux temporalités, qui est la temporalité médiatique ou la temporalité politique. J'avais pensé ne pas parler beaucoup du dernier travail sur le Maroc, qui convoque justement le temps long. Je ne vais pas en parler, mais malheureusement, le temps long du Maroc, pour comprendre ce qu'on essaie d'expliquer, l'imbrication, et ça, les médias ne sont pas convoqués dans ce livre, ou du moins accessoirement. Ce qui est convoqué, c'est les façons de gouverner au Maroc qui se combinent, qui s'expriment dans une combinaison extrêmement compliquée entre des temporalités longues, même très longues, qui génèrent des comportements, des représentations, des images, des façons de faire, des façons d'être, et une temporalité d'aujourd'hui. Et c'est cette intrication, cette imbrication des temporalités qu'on a essayé de faire dans ce livre avec ma collègue Béatrice Ribot, pour expliquer à la fois la singularité du Maroc, de la trajectoire historique marocaine, mais aussi son caractère ordinaire, sa normalité par rapport aux autres sociétés et États du monde. Donc je vais arrêter là de parler de ce livre. Bon, on aura peut-être probablement une autre occasion pour en parler directement. Et je me réserve à traiter du sujet de cette leçon qui est temps médiatique et temps politique, et la tension entre les deux. La première question que je pose de façon préliminaire, c'est que la question de la relation entre politique, au sens de gouvernement, au sens de gouverner les autres, la relation entre gouvernants et gouvernés, et la communication, au sens large, est très, très ancienne. Tout simplement parce que il y a une impossibilité, j'allais dire presque ontologique, à gouverner totalement par la violence. Il n'y a aucun régime au monde qui ne peut gouverner uniquement par la contrainte. Donc, on a toujours besoin, au-delà des démocraties, y compris dans les dictatures, on a besoin de persuader, de convaincre, ou du moins d'amener à sa propre, à adhérer, les gens à adhérer partiellement à sa propre vérité. Sinon, il est impossible de gouverner sans ce consentement, même si c'est un consentement, j'allais dire, par soumission. La Boétie, dans son livre sur la servitude volontaire, l'a bien montré. Même aucune dictature n'est possible s'il n'y a pas un minimum de consentement. Sauf que dans des régimes autoritaires, la communication se fait propagande.
se fait propagande, alors que dans des régimes pluralistes, et je ne dis pas ici démocratiques nécessairement, pluralistes, la communication peut se faire à travers des formes beaucoup plus plurielles, beaucoup plus acceptant des voix dissonantes ou des voix critiques. Et l'importance de communiquer, donc au-delà d'informer, je vais revenir sur la différence entre informer et communiquer, comme je dis, elle est extrêmement ancienne. Donc on a des figures de la communication, que ce soit dans notre patrimoine historique, et là je renvoie à ce texte qu'on apprend toujours au lycée, le texte de Hajjaj, quand il parle aux Irakiens, enfin aux Irakiens d'aujourd'hui, et où, quand on convoque des textes magnifiques de Démosthène ou de Périclès ou de Cicéron pour parler des maîtres de cette rhétorique de la communication. Donc c'est quelque chose qui est, et même dans des régimes, j'allais dire pluralistes, cette magie de la communication, avant de revenir au métier de journaliste, a été toujours suspecte, toujours suspecte. Suspecte parce qu'elle est, justement parce qu'elle a une dimension magique, qui est une dimension magique qui convoque tout le temps l'idée d'un référentiel pour pouvoir exercer ce métier, de communiquer, de persuader, de convaincre et même d'informer, un référentiel, j'allais dire, moral et éthique qui est extrêmement important pour pouvoir conduire ce type de métier. Voilà, on se forme un peu de... Donc c'est quelque chose de très très ancien et vous allez vous demander de quoi je vais parler finalement. Est-ce que je vais parler de Cicéron, de Démosthène ou de parler de l'actualité? Alors, comme tout enseignant, je décline un peu ma leçon en 4 moments. Je vais parler de 4 moments. Donc d'abord... On va faire une sorte de détour historique, très rapide, et j'en ai déjà parlé un peu. Et surtout pour pointer cette idée, déjà évoquée par Bergson à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui est un grand philosophe du temps et des temporalités, c'est de défendre, ou au moins d'expliquer cette idée que le temps est, au-delà de ce qu'on a dit Einstein, le temps est un construit social d'abord. Ce n'est pas uniquement une donnée physique, c'est un construit social. Et de ce fait, la connaissance des conditions dans lesquelles se produit le temps et se génère le temps et différentes contraintes qu'il peut générer, auxquelles il peut conduire, sont très importantes. Puis dans un deuxième moment, je vais parler des expressions, des facteurs, ce que j'appelle l'intrication du temps politique et médiatique dans les régimes, au moins je n'aime pas définitivement être dans une sorte de normativité, parler des régimes démocratiques de façon large, mais disons au moins les régimes qu'on peut appeler représentatifs, où il y a l'idée de représentation, l'idée d'opinion, de tenir compte des opinions, de tenir compte des représentations pour gouverner. Ça peut être par rapport au curseur des régimes politiques, des démocraties libérales, des démocraties illibérales. Ça peut être ce qu'on appelle des dictaturas blandas, des dictatures molles, ou ça peut être aussi des dictatures aussi pluralistes. Mais chaque fois que dans un système politique on est confronté à l'idée d'un pluralisme, eh bien, le champ médiatique, ou le croisement du champ médiatique et du champ politique, leurs rapports peuvent changer. Puis je vais parler de 2 temps qui sont très différents pour moi, et c'est là où je veux tester un peu mes idées par rapport à vous, qui êtes les professionnels des médias. Qu'est-ce que ça implique? Donc le temps de la télévision, ce que certains auteurs appellent la médiacratie, le gouvernement des médias, mais je pense que ce cycle est fermé, ou du moins il s'est transformé radicalement au point qu'on ne reconnaît plus ces dynamiques anciennes d'il y a 10 ans. Il est complètement, il a changé, et même
de façon rapide, et puis ce que j'appelle le temps digital, qui pose de nouvelles contraintes et de nouvelles conditions d'exercice à la fois du métier ou des métiers des médias. Et je finirai par, je dirais pas, ce serait prétentieux de parler de testament ou de parler de conseil, parce que c'est pas même si on est face à des étudiants, c'est de parler de ce que je peux appeler quelles sont les conditions d'une activité vertueuse dans ce cadre, dans le cadre des métiers des médias, et que je rattache beaucoup, c'est sans aucune prétention du tout, ni un regard surplombant d'en haut, que je rattache au métier de la recherche, et avec lequel les métiers de la recherche dont je fais partie, avec lesquels ils partagent une partie de l'éthos du chercheur. Et je pense que reconvoquer cet éthos ou les conditions d'exercice de la recherche dans le cadre, parce qu'on est quand même dans une institution universitaire et académique, convoquer cela et serait très important et peut-être nous permettrait de réfléchir sur à la fois les conditions, je dirais, épistémiques de l'exercice de la recherche, mais surtout, ce n'est pas uniquement les conditions techniques d'exercice de la recherche et donc du métier aussi de journaliste, mais aussi et surtout les conditions éthiques pour exercer, parce que finalement, dans tout ça, il n'y a que les conditions éthiques qui sont extrêmement importantes. Bon, le premier moment, donc je vais faire une sorte de, rapidement, vous parler de l'accélération du temps et de cette question que le temps est un construit social. Le temps moderne, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, se construit à partir de ce qu'on a appelé la sortie de la communauté et des petites communautés. Et vous savez que là aussi, on est obligé de convoquer des références quand on travaille sur un livre comme celui de Ferdinand Tönnies sur communauté et société. La communauté a un certain nombre de caractéristiques qui font que rien en rapport avec, j'allais dire, le temps lent, avec L-E-N-T, pas le temps long, le temps lent qui n'est pas accéléré du tout, qui est distendu, qui est dilaté. Et les indicateurs de cette lenteur du temps sont dans le fait que dans une communauté, on change rarement de lieu. Vous savez, la relation entre le topos et le temps, entre le lieu et le temps, on change rarement de métier. Et parfois, on change rarement aussi de valeur et de représentation, parce que tout ça s'hérite. Les statuts s'héritent dans une communauté. Et l'accélération, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été le fruit de ces transformations à la fois techniques, bien sûr, à la fin du XIXe siècle, mais c'est aussi d'une transformation de la conception du temps, c'est-à-dire, ou du moins une prévalence d'une conception du temps sur une autre conception du temps. Dans une perspective communautaire, et là on peut convoquer un de nos ancêtres importants, qui est Ibn Khaldoun, la conception du temps était plutôt cyclique, y compris le temps politique, un temps cyclique. Alors qu'au XIXe siècle, définitivement, on était rentré dans un temps linéaire, où le progrès constitue la ligne de mire de l'humanité, et avec, bien sûr, toute une série de conséquences sur la façon de connaître, la façon de travailler, la façon de normer la vie. Et c'est pourquoi je parle de cette question, de cette idée que le temps s'est accéléré. Avec lui, s'est accéléré, bien sûr, la production de l'information. L'information, et vous n'avez qu'à... Donc là, je cite les choses en français, parce que c'est beaucoup plus significatif. Donc on parle de nouvelles, on parle de la presse. Donc presse, presser, ça veut dire aussi la presse que être pressé. On parle de dépêche. Donc cette idée qu'il faut saisir le temps de l'information, se saisit du temps, et donc se saisit de l'instant pour s'exprimer. Bien sûr,
cette accélération renvoie aussi à une autre dimension c'est que le temps devient une marchandise en soi. Donc cette marchandisation du temps lui-même, et là aussi, on le voit de façon extrêmement forte dans les représentations que le monde occidental va avoir du temps à partir du début du XXe siècle, notamment dans la relation entre business et time, temps et affaires. S'agissant donc en tant que produit finalement d'une société, le temps est au centre des enjeux politiques. Donc sa maîtrise, ou la maîtrise du temps, est un des attributs du pouvoir, et du pouvoir politique sans temps. Donc, on parle beaucoup du maître des horloges. On en parle beaucoup dernièrement pour le président de la France actuel. Cette hantise à gérer le temps, à maîtriser le calendrier. On en a beaucoup dans un des textes anciens que j'avais écrit il y a très longtemps avec Si Mohamed Najib, pas de Si Mohamed Najib du journalisme, Si Mohamed Najib de l'histoire économique, sur le gouvernement gouverné par la maîtrise du temps. Et c'était un petit texte qu'on avait publié à l'époque dans la Manif sur la visite d'un qaïd rural à la cour de Hassan Ier, où cette question de disposer du temps de ce qaïd invité à la cour était d'abord un mode d'exercice de la violence qui était extrêmement contraignant, parce que le qaïd arrive mais ne sait pas quand est-ce qu'il va repartir, ce qui est en soi une violence extrême, et la gestion de son calendrier quotidien faisait partie de cette façon de gouverner. Donc l'idée le pouvoir est d'abord à cette question au centre de ses préoccupations de maîtriser, d'avoir la main sur le calendrier, sur l'agenda, sur le temps. Et donc c'est un des attributs. Mais autant cette façon, ce pouvoir, bien sûr, il est de plus en plus différencié en fonction de la nature du régime politique. Dans des régimes où les temporalités politiques sont fixées institutionnellement, c'est-à-dire les élections, une législature, un gouvernement, un mandat fixé à l'avance, doubler un mandat, ne pas doubler un mandat, tout ça, donc institutionnellement. Ce pouvoir sur le temps reste, mais il est encadré institutionnellement, et cet encadrement influence de façon d'abord générale sur la gestion de l'agenda politique. Je vous donne l'exemple typique, c'est que les Américains sont à mi-mandat, donc ils préparent les élections du mi-mandat, et depuis 6 mois, le comportement de Joe Biden, ses prises de position, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, ont totalement changé. Je vous donne un autre exemple. Les Français, ou la ministre française, Mme Borne, devait utiliser le 49.3, c'est-à-dire l'article qui lui permet de passer outre les discussions parlementaires et donc de forcer forcer la main au Parlement pour voter les lois, devait le faire mais vendredi selon le calendrier normal, et l'a retardé pour le lundi parce que samedi il y avait une manifestation et que s'il l'avait fait avant, au lieu d'avoir 100 000 personnes, on aurait pu avoir 500 000 personnes. Donc ça donne des contraintes. Donc la même chose quand je dis donc cette idée dans des régimes institutionnels, y compris dans des dictatures. Là aussi, on a vu avec la Chine le fait que il est passé par une réforme, par une révision constitutionnelle pour qu'il puisse avoir son 3e mandat après le dernier congrès du Parti communiste chinois. On peut même donner aussi l'exemple de Poutine, où il a vu faire un jeu de chaises musicales avec Medvedev pour pouvoir revenir, etc. Donc le pouvoir sur le temps n'est pas totalement absolu ni définitif.
Donc, pour conclure un peu ce premier paragraphe, donc, le temps est appréhendé à la fois comme une ressource centrale dans chaque régime politique et comme une contrainte forte, invisible de la vie politique. Donc c'est cette tension pour les politiques qui est très importante. Et bien sûr, le croisement avec le médiatique va donner encore d'autres types de tensions sur lesquelles on va revenir. Alors, quelle relation entre médias et politique? Parce que ça, c'est quelle relation entre médias et politique? D'abord, l'adjectif qu'on peut utiliser d'emblée, c'est que c'est une relation extrêmement ambiguë. C'est une relation ambiguë. Parce que justement, la ligne de frontière entre propagande et communication est très ténue. Elle est très ténue. Et là, on a plein de... au-delà de... Donc on peut convoquer plein de théoriciens qui ont réfléchi à cette relation ambiguë à partir d'un parti pris, j'allais dire, presque complotiste. Soit en convoquant une approche, disons, le concept d'aliénation, ou en convoquant les concepts d'endoctrinement, de conditionnement, d'instrumentalisation. Bon, on peut, si on veut, ça va des travaux d'Althusser sur les appareils de domination idéologique, et la presse en est une, mais l'université aussi, à Gramsci sur le concept d'hégémonie, et la presse est l'un des acteurs de la production de cette hégémonie, jusqu'à le type le plus, malgré sa vieillesse, le plus fulgurant, le plus actif actuellement dans le monde, Noam Chomsky. Et ça va donc, mais sans être un peu excessif par rapport à cette question, donc ce parti pris fort, on peut au moins constater de façon forte qu'il s'agit d'une relation compliquée, parfois ambiguë, entre presse et médias. Donc on a même les gens qui... Alors, quand on prend, du moins quand on évacue l'idée d'instrumentalisation ou de risque d'instrumentalisation entre médias et politiques, et qu'on fait le parti pris à la fois de l'indépendance, de l'autonomie, de la vertu, comme caractérisant les métiers des médias, il est très intéressant de traduire cette relation au moins en termes d'influence, d'impact entre les médias et les politiques. Donc les médias aujourd'hui dans les régimes pluralistes, et le nôtre en est un régime pluraliste, est une réalité sociale qui tout à la fois prolonge et renforce les pouvoirs actuels, mais aussi le perturbe en même temps. Perturbe, et c'est cette tension double entre être dans l'analyse systémique, être un soutien, mais à la fois aussi être quelque chose qui peut ennuyer, ou du moins embêter les pouvoirs en place. Donc, et cette relation, donc, on peut la désigner avec, donc, à la fois ambiguë, complexe, on peut la désigner par ce concept d'intrication, donc entre les deux champs. Donc, c'est pas un croisement, c'est vraiment une intrication. Et notamment, comme j'ai dit, dans les régimes pluralistes et les régimes représentatifs. D'abord, cette intrication, cette influence forte, on peut la constater dans le moment électoral. Et ce n'est pas par hasard que
mon ami Razali, quand il était à la HACA, donc l'un des chantiers que la HACA avait ouvert, c'est justement la gestion du pluralisme dans le temps électoral et cette question d'avoir un rapport extrêmement fin, extrêmement vigilant vis-à-vis de, dans la mesure où théoriquement, la science politique ici l'a apporté la question depuis Gallup, la science politique a apporté une réponse assez claire à cette idée de la relation très forte entre la construction du vote et la construction des opinions publiques et le travail, j'allais dire, la production médiatique. Donc, déjà avant même que la télévision ne soit aussi omniprésente, dans les années 50. Et toutes les enquêtes faites à l'époque sur la logique du vote montrent cette relation très forte entre le vote et les médias. C'est l'orientation des médias, au point que on a vu que c'est ouvert à la fois le marché du marketing politique, qui est très lié aussi au marché politique, du moins les médias en sont un des vecteurs de ce marché, et que dans certains systèmes politiques, les régimes politiques, on a ouvert le champ à la publicité politique tout simplement. Donc cette relation forte, ou dans les régimes représentatifs, fait que, au-delà de cette recherche de la maîtrise du temps par le pouvoir politique, la maîtrise de l'appareil médiatique, l'appareil de communication, son investissement, soit par la force, soit par l'argent, est un enjeu important dans l'ensemble des sociétés, que ce soit des sociétés démocratiques ou des sociétés autoritaires. Donc ça, c'est le moment électoral. Et donc avant le vote, et finalement, le travail de la presse est déterminé, son importance va être déterminée par les cycles électoraux. Il y a une relation très forte entre les cycles électoraux et la question de la presse. Deuxième phénomène important qui a eu, donc j'ai dit Gallup, et ce n'est pas par hasard que Gallup très vite s'est mis dans les sondages d'opinion. Et donc là aussi, l'importance des sondages d'opinion et l'importance des sondages d'opinion aussi opérés par les médias constitue un des nœuds les plus importants de cette intrication au niveau de ce moment électoral. Là, j'ouvrais juste une parenthèse pour le Maroc. Pour le Maroc, cette question... le Maroc connaît, un gouvernement bicéphale, ou un dédoublement du gouvernement, donc un pouvoir qui gère le temps long, c'est la monarchie, le monarque et la monarchie, parce qu'il s'agit d'un monarque et d'une institution qui gère le temps long, où la question de la responsabilité se pose d'une façon spécifique. Elle est à la fois extrêmement forte, extrêmement importante, mais il est reporté sur ce temps long. Et la question est ce qu'on peut appeler le monde, le champ des représentants, le champ où se joue la politique au niveau des élections, qui sont gouvernés par ce temps, j'allais dire, le temps électoral. Le temps électoral, c'est-à-dire ou jusqu'à récemment, et donc c'est quelque chose qui est jusqu'aux élections, avant les deux dernières élections, qu'on a connues, où les médias jouaient un rôle quand même important, y compris l'importance qu'avait à ce moment-là, quand on parle uniquement des journaux, avant la libération du champ médiatique dans son ensemble, quand on parle juste des journaux écrits, les journaux des partis jouaient un rôle important dans la gestion de ce temps court, moyen, qui est le temps des élections. Le deuxième moment où on peut parler d'intrication, c'est la relation des médias, ou le temps médiatique, le temps d'informer, et le temps aussi qui est ce temps le temps pour informer, et le temps qui croise même la raison d'exister, et qui croise aussi surtout
la soutenabilité économique et financière des entreprises de presse, qui est la temporalité de la carrière administrative, et donc qui gère et qui met en œuvre les politiques publiques. On a les ministres qui sont issus d'un gouvernement représentatif et qui sont gouvernés par le temps de la législature. Et puis on a le temps de la planification, qui est un temps beaucoup plus long et de plus en plus. Donc on a 3 niveaux de temporalité, et les médias sont, par leur existence, sommés de gouverner uniquement le temps court. Ce temps court, le temps de la réalisation, le temps des résultats, le temps de l'efficacité. Et souvent, soit en termes de mobilisation, soit en termes d'information, soit en termes de communication, là aussi, l'impact est extrêmement fort sur des médias, sur les politiques publiques. Bon, pour donner un seul exemple, le Maroc connaît depuis maintenant 40 ans, je lis les rapports quotidiens, on en a traité dans la commission spéciale, sur la question de l'eau comme une question d'urgence, extrêmement urgente. L'eau est une question urgente, même vitale au Maroc. Depuis 20 ans, on sait ça. Et on le sait de façon très claire qu'il a fallu qu'on dise que la presse, mais ce n'est pas la responsabilité de la presse, parce que c'est une réalité, que la presse mette en avant le risque de coupure d'eau d'abord à Marrakech, puis à Agadir, puis à Casablanca, pour que, là, hier ou avant-hier, le Premier ministre, le chef du gouvernement a présenté la loi de finances pour que se débloque ce projet qui était dans les cartons depuis très longtemps, de transfert de l'eau du bassin versant de Soubou vers le bassin versant de Bourg-Grec. Et ce n'est pas le besoin qui en est la cause, parce que ce besoin a été identifié, diagnostiqué par des... C'est la prise en charge par les médias, et pas uniquement les médias, on va en parler, par les réseaux sociaux surtout, de ce problème qui va en accélérer la mise en œuvre, ou du moins la programmation, ou au moins l'annonce. On va parler Donc là, quand on parle de relations tant médiatiques, tant politiques, cette question de l'urgence, ou la construction de l'urgence, est un des attributs des médias. La fabrication de l'urgence. Et c'est à ce moment-là que se pose un énorme dilemme qui est à la fois pas uniquement éthique, c'est la part, je ne dis pas la différence, ou la part de ce qui est de l'ordre de la communication, ce qui est de l'ordre de l'information, et ce qui est de l'ordre de l'analyse critique de ces deux composantes. Et chaque champ médiatique construit, j'allais dire, ou élabore, pas des règles juridiques, mais des règles éthiques, des règles professionnelles pour répondre à ces 3 questions. Alors, pour conclure ce premier moment, je dirais que dans les démocraties représentatives et pluralistes, le temps peut donc être considéré comme un acteur invisible, majeur du jeu politique. Il représente une contrainte forte, même très forte, qui cadre l'action des politiques. Mais à rebours des représentations communes de la politique comme étant uniquement sujette à l'accélération et à la présence sur le terrain, leur dépendance par rapport aux temporalités des cycles électoraux et de la démocratie n'est actionnée, ne peut être actionnée fortement, devenir stressante, urgente, forte, que dans la perspective où il est pris en charge par les médias. Alors, ces constats, on peut les analyser différemment d'un champ médiatique à un autre champ médiatique. Je vais prendre 2 exemples. D'abord, ce que j'appelle, moi, le temps de la télévision,
qui est un cycle, comme j'ai dit, qui est en déclin ou qui est même ou en renouvellement, si on veut parler des chaînes d'information continue et du renouvellement des radios, pour parler de la télévision radio, du renouvellement des radios actuellement. L'intrication du médiatique et du politique dans ce cadre, dans le cadre de la télévision, a plusieurs aspects. Il a plusieurs aspects. L'un des aspects dont on n'a pas parlé ici, qui n'est pas par rapport aux politiques publiques, c'est par rapport à, j'allais dire, à la définition des standards de l'homme politique. Et la télévision a été un des acteurs fondamentaux pour définir les standards acceptables des hommes politiques. Et au-delà des standards, de la définition même, ce qu'on peut appeler des capacités performatives que l'homme politique doit avoir et qui ne sont pas nécessairement liées au travail politique, qui sont liées au travail de communication, beaucoup plus qu'au travail politique. Un nombre de dossiers peut très mal passer dans une télévision, il sera moins convoqué qu'un homme de télévision. Et cette question donc va participer à la mise en place de coalitions où le métier des médias, où une partie du métier des médias va être absorbée par le métier des communicants. Et cette importance de la télévision, sur les 15, même plus, les 30 dernières années, va donner une place extrêmement forte à ces spin doctors, à ces communicants, au point que dans les dispositifs de gouvernance, un peu comme dans la construction, actuellement, dans la construction des équipements, ce sont les métiers de sécurité qui prennent le pas. Donc, c'est le pompier qui finalement dicte les règles. Dans les métiers politiques, de plus en plus, c'est le communicant qui dicte les règles. Bien sûr, avec parfois des problèmes, mais c'est un des constats forts de ce temps, ce que j'ai appelé de temps télévisuel. Et donc, l'un des risques, pas uniquement un risque, c'est une réalité, c'est que le métier de communicant a envahi totalement la vie politique, parce que justement, il se prévale de cette capacité à gérer, à pouvoir gérer les deux temps en même temps, le temps politique et le temps médiatique, ou du moins à imprimer la logique médiatique, la logique du temps politique, ce qui est rarement possible. Mais ça nous introduit, ça n'a fait que préparer quelque chose qu'on vit tous, et les hommes politiques qui sont en exercice, que ce soit au niveau des administrations, au niveau du champ politique, donc des représentants, le pratiquent chaque jour, c'est l'avènement, le développement du temps, ce qu'on appelle de la digitalisation, du numérique et du temps numérique. On en a parlé tout à l'heure. Ces nouveaux modèles économiques de l'activité médiatique qui ont non seulement un renouvellement, mais au moins un travail sur le référentiel CAS. Et les séances, parce qu'il obéit à des règles de conduite, et ces règles de conduite impliquent de réfléchir sur ces règles. Donc réfléchir sur son travail, l'évaluer, et l'évaluer en toute conscience. C'est là où la dimension éthique et morale intervient, parce que finalement dans tout ça, il y a la compétence, mais au-delà de la compétence, dans ce métier, comme dans le métier de chercheur, il y a l'honnêteté. Il n'y a qu'une valeur morale, mais il y a l'honnêteté. Et donc ça, c'est cet impératif de réflexivité est extrêmement important. Et en troisième lieu, c'est quelque chose qui est troisième valeur
en sciences sociales, c'est un travail de recherche est rarement un travail solitaire. Même s'il se fait de façon individuelle, il est toujours soumis au regard impitoyable, intraitable des pairs. Et je pense que s'il y a de la régulation dans ce métier, que ce soit le métier de la recherche, le métier de la publication au niveau de la recherche, et on en souffre aussi au Maroc, ou que ce soit le métier des médias, les régulations ne peuvent se faire que par les gens du métier, que par la corporation elle-même. Et plus cette corporation est forte, plus elle revendique des valeurs de ce métier, plus ce pouvoir, qui est ce quatrième pouvoir, si nécessaire, si important pour le fonctionnement politique de notre pays, mais aussi pour le fonctionnement de tout pays, est important parce qu'il n'y a pas plus inégalitaire que l'asymétrie dans la possession de l'information. C'est la source d'inégalité la plus violente. Ne pas avoir une appropriation égalitaire de l'information pour pouvoir jouer correctement son rôle de citoyen. Voilà très rapidement ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie encore une fois de m'avoir supporté. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العنف المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.